Pollution, épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique, il est aujourd'hui de la responsabilité de chacun de trouver et mettre en application des réponses adaptées à ces bouleversements. Les établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, de plus de 20 000 habitants, se sont ainsi vus confier l'élaboration des plans climat. Ils sont devenus le maillon essentiel à l'échelle locale pour mener à bien la transition énergétique. Ce sont la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, ainsi que le décret relatif à l'élaboration des plans climat air énergie territoriaux, ou PCAET, qui en fixent le cadre. L'objectif poursuivi étant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le plan climat, c'est vraiment l'outil opérationnel de la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire. Plusieurs secteurs sont abordés, le résidentiel, les déchets, l'industrie, l'agriculture, la forêt, les transports évidemment. Et ces secteurs sont abordés dans un double objectif. Le premier, c'est de diminuer les consommations énergétiques de ce secteur, et le second, c'est de développer les énergies renouvelables. Ce qu'on va vraiment développer sur le mandat, ça va être le développement durable, les énergies renouvelables, où on va consacrer beaucoup plus de temps et d'argent donc à ce secteur, avec probablement un vice-président dédié à cette thématique qui est très importante et un chargé de mission. Donc ça va être notre fil rouge tout au long du mandat. Début juillet 2019, un grand séminaire avec tous les élus a été organisé et a permis de définir les grands objectifs stratégiques de ce plan d'action en faveur de la transition énergétique. Le premier objectif, c'est de réduire les consommations énergétiques du territoire et améliorer la qualité de l'air. Le second objectif, c'est de développer la production et l'utilisation des énergies renouvelables. Le troisième objectif, c'est de séquestrer le carbone, c'est-à-dire de faire passer du carbone de l'atmosphère dans la biomasse, dans la forêt, dans le bois et dans les sols. Le quatrième objectif, c'est de favoriser l'économie circulaire, c'est-à-dire notamment tout ce qui tourne autour des déchets. Le cinquième objectif, c'est de s'adapter au changement climatique, ou au réchauffement ou au dérèglement climatique. Et le dernier objectif, c'est d'agir ensemble sur le territoire, c'est-à-dire aller mobiliser tous les acteurs, chacune et chacun, pour engager cette transition énergétique tous ensemble. Vous savez, donc, je suis présidente du parc, donc de ce fait, je suis très fière de la station GNV qui contribue, on va dire, au développement durable, qui est également très économique puisque c'est moins cher, qui permet effectivement moins de risques puisque c'est moins dangereux que l'essence. Dans le cadre de la rénovation énergétique, il avait été demandé aux collectivités de faire des efforts sur la carburation de leurs véhicules. Il a fallu donc réfléchir aux différentes possibilités qui s'offraient à nous. Le gaz de ville permettant de répondre à des besoins bien plus pertinents que les véhicules électriques, la communauté de communes s'est engagée sur cette voie dès 2016. Donc derrière moi, une station qui ravitaille les véhicules qui fonctionnent au gaz de ville. Il concerne la flotte de la communauté de communes, de la ville d'Apt et les bennes à ordures du CIRTOM. À ce jour, le CIRTOM avitaille 3 bennes à ordures. La communauté de communes a une flotte de 6 véhicules et la ville d'Apt a une flotte de 5 véhicules. Des nouveaux véhicules sont d'ores et déjà prévus puisque la ville de Saint-Martin vient de commander un petit véhicule frigorifique et la commune de Gargas vient de commander un camion. En termes environnementaux, les véhicules permettent de réduire de façon drastique les gaz à effet de serre et de supprimer totalement les émissions de particules fines. Le coût de ce projet, hors flotte de véhicules, représente environ 260 000 €. Il a été obtenu 80% de subventions auprès de différents partenaires comme l'État, la région ou bien l'ADEME. Ça fonctionne exactement comme une station à carburant classique. Les véhicules rentrent sur le parc, viennent au niveau de la pompe, branchent, ouvrent et se servent. Les véhicules de petit gabarit sont des véhicules dits hybrides. Ils ont aussi un petit moteur essence, alors que les bennes à ordures ménagères du CIRTOM sont 100% gaz. Nous voilà réunis ici, chez vous, chez nous, dirais-je, à Apt-Union, une industrie donc, qui est spécialisée dans la transformation des fruits à laquelle nous sommes tous très attachés. Aujourd'hui, c'est plus de 200 personnes qui travaillent sur ce site. Et puis, vous avez su vous adapter, vous avez su vous transformer. Mais au-delà de tout ça, ce qui est remarquable, et je l'emploierai plusieurs fois, c'est que vous avez su mettre au centre de votre process
la modernisation. Donc avec vous, Monsieur Charles, pour évoquer ce méthaniseur, de quoi s'agit-il brièvement sans être trop scientifique? En 2 mots, c'est un outil qui va permettre de transformer en gaz tous les déchets qui sont dissous dans nos effluents. Donc, chaque année sortent de l'usine 250 000 tonnes d'effluents dans lesquels sont dissous 3 000 tonnes de sucre. 3 000 tonnes de sucre vont devenir biogaz grâce au méthaniseur et ce gaz ensuite va être filtré et injecté dans le réseau urbain de la ville d'Apt et de Gargas de façon à aller chauffer l'équivalent de 4000 habitants. Écologiquement, donc on va avoir un effluent en sortie de l'usine qui sera rejeté au milieu naturel, qui sera parfaitement conforme, parfaitement propre. Ensuite, on transforme du biogaz local plutôt que de faire venir du gaz de Sibérie ou d'Algérie. Et d'autre part, on redonne une capacité de traitement des eaux à ce site qui vont permettre de faire de la croissance sur ce site par l'ajout demain d'une 3e usine. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais je pense que les industriels aujourd'hui, tels que nous, devons accepter de mettre un pied dans tout ce qui est environnement, que ce soit pour la production d'énergie photovoltaïque, que ce soit pour le traitement des déchets comme ici. Ça fait partie intégrante maintenant de notre métier. Du moment que l'on produit des déchets, je pars du principe qu'il faut qu'on mette un doigt dans ce métier de l'environnement. On est au Bas-Saké, à la ferme du domaine de Séoul. C'est une ferme agricole qui est en bio depuis les années 70. Il y a des vignes, il y a des cerisiers, des légumes, des céréales. Il y a 3 ans, on a construit une serre. Elle fait 2 hectares et elle a la particularité d'avoir des panneaux photovoltaïques sur le dessus, du côté sud. Donc une partie c'est des panneaux et de l'autre côté c'est du verre. Il a fallu s'adapter à ce nouvel outil où il y a plus d'ombre. En fait, l'été, c'est très avantageux d'avoir de l'ombre dans la serre parce qu'il fait moins chaud. Il fait beaucoup moins chaud qu'à l'extérieur l'été. Et les cultures, elles se sentent mieux parce qu'elles n'ont pas la canicule et surtout, elles n'ont pas les brûlures du soleil qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et donc, il y a des cultures qui durent beaucoup plus longtemps, notamment les haricots. Notamment les tomates aussi se sentent très très bien. Voilà, bon, les courgettes aussi. Les pois gourmands, enfin, il y a des cultures qu'on récolte pendant des mois alors qu'à l'extérieur on les récolterait pendant 15 jours. Au niveau financier, le maraîchage ça marche bien parce que voilà, on arrive à avoir des produits qui sont beaux, qui sont sains, peut-être plus sains que dehors. Ils ont moins les aléas climatiques, beaucoup moins. Les productions sont sûres, on n'a pas les aléas climatiques de l'extérieur, donc c'est beaucoup plus sûr. Moins les risques de gel au printemps. Pas la pluie, pas la grêle, pas de vent, voilà, une bonne aération. Donc finalement, être diversifié, ça nous permet d'assurer la pérennité de l'exploitation. L'investissement de la structure, ce n'est pas nous qui l'avons fait, ce sont des investisseurs qui se rémunèrent avec l'argent qui est l'argent du photovoltaïque. Et nous, on a investi le terrassement du sol. Ensuite, on a installé toute l'irrigation dans la serre, évidemment. Et donc, oui, c'est ce qui nous a coûté oui, 300 000 € ouais, en tout. Ouais. C'est la serre qui a permis d'embaucher? Oui, durablement, oui, oui. Parce qu'on n'embauchait que pour les vignes et les récoltes. Et donc là, ça nous permet d'embaucher beaucoup plus longtemps. Ouais. La surface de la serre est de 23 000 m². La surface de photovoltaïque, 12 000 m², soit 7 570 panneaux. La puissance installée est de 2500 kW crête et annuellement la production moyenne est de 3,1 GWh par an, ce qui représente environ la consommation électrique de 375 foyers, soit 20% de la consommation totale d'électricité de la commune de Saint-Saturnin-les-Aptes. Ce projet est remarquable dans le sens où il permet d'utiliser finalement une exploitation qui était déjà en place et de valoriser finalement cet espace en mettant une installation qui va produire de l'énergie gratuitement et donc qui participe à la transition énergétique. Oui, c'est un projet pionnier sur le territoire de la communauté de communes du Pays d'Apt. L'électricité produite par les panneaux sont réinjectées dans le réseau et vont être consommées au plus près. Les foyers qui demandent de l'électricité au moment où celle-ci est produite va directement consommer cette électricité. Donc, le but, c'est de produire moins d'électricité par les énergies fossiles et donc de faire de l'énergie totalement gratuite et écologique. L'ALTE, qui est donc l'agence locale de la transition énergétique, agit pour la transition énergétique
en s'appuyant sur la logique de Négawatt, qui est essentiellement basée sur la maîtrise de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Donc un partenaire pour la collectivité, pour les particuliers, pour les entreprises. Je suis natif du Pays d'Apt et j'avais envie que l'énergie soit produite sur place. L'idée pour moi était de dire pourquoi est-ce que ce bâtiment en fait, ne servirait pas de support à la production de l'énergie qui est consommée de toute manière à l'intérieur de ce bâtiment pour produire. On a proposé aux personnes d'investir dans une entreprise qui développerait de l'énergie locale pour une consommation locale. Alors pourquoi les gens nous ont fait confiance dans ce projet? Je pense que ça correspond peut-être à un état d'esprit d'aujourd'hui où chaque citoyen pense qu'il a perdu prise sur sa vie, sur sa consommation et de se dire si on reprenait en main le cours de notre vie. Nous sommes à la maison Gargan, sur la commune de Gargas, à la maison des métiers du patrimoine. C'est une extension d'un bâtiment plus ancien, donc contigu. Une extension un petit peu contemporaine et qui nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de matériaux naturels qui sont produits et transformés sur le territoire du parc du Luberon. L'objectif de construire des bâtiments de ce type-là, tout d'abord, c'est de construire des bâtiments basse consommation. Au jour d'aujourd'hui, il est impératif de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Il faut savoir que le secteur du bâtiment représente à peu près 26% des émissions de gaz à effet de serre et que dans les consommations énergétiques d'un bâtiment, le chauffage représente 60% des dépenses. Donc il est important pour les constructions neuves, mais aussi pour les bâtiments plus anciens dont il s'agit d'assurer la rénovation, de travailler sur l'amélioration de l'isolation. On peut tout à fait donc utiliser des matériaux dits industriels, seulement on constate que ces matériaux industriels ont besoin de beaucoup d'énergie pour leur fabrication. Une laine de verre a besoin de 250 kWh par mètre cube, alors qu'un panneau de fibre de chanvre, par exemple, n'a besoin que de 45 kWh par mètre cube. Il est intéressant de pouvoir mettre en œuvre des matériaux naturels, donc biosourcés ou géosourcés, dans la construction ou la rénovation des bâtiments. C'est ce que nous avons fait à la maison Gargan, c'est-à-dire que nous avons tout simplement regardé ce que nous avions à portée de main comme ressources végétales et minérales, et nous avons produit des matériaux de construction pour le bâtiment à partir de ces ressources. Donc sur ce bâtiment, nous en avons 3. Donc le matériau terre avec des briques de terre crue pour la réalisation d'un mur trombe. Donc les briques de terre crue sont fabriquées par l'association Le Village à Cavaillon. Nous avons un magnifique bardage en cèdre qui viennent de la forêt de Ménherbe-Lacoste, donc là tout à côté. Et nous avons donc en toiture, ainsi que sur l'isolation du plancher, du chanvre que nous avions produit à l'époque sur à peu près une trentaine d'hectares pendant 6 ans et qui aujourd'hui est remplacé par une autre fibre issue de la riziculture, donc chez nos collègues de Camargue, avec un panneau d'isolation en paille de riz. Aujourd'hui, utiliser les matériaux naturels, qui plus est lorsqu'ils sont produits sur le territoire du parc du Luberon, permet de conforter des emplois locaux. Et par rapport aux exigences climatiques, il est vraiment important de pouvoir utiliser des matériaux naturels issus de nos ressources locales sur les bâtiments, que ce soit en neuf ou en rénovation. Il est clair que, notamment en matière de construction, d'habitation, de logement, de déplacement, il faut organiser la mobilité d'une manière différente et il faut changer les comportements auprès de nos habitants, auprès de nos usagers. Sur la question des énergies renouvelables, il faudra que le Pays d'Apt Luberon aborde la diversification en termes de production d'énergie renouvelable à travers des filières telles l'énergie photovoltaïque ou la méthanisation. Il y va effectivement de l'équilibre en termes de bilan carbone du Pays d'Apt Luberon. En 2018, la communauté de communes Pays d'Apt Luberon et la communauté territoriale Sud Luberon ont décidé de s'associer en signant une convention de partenariat pour élaborer conjointement leurs PCAET respectifs. Cette démarche a été motivée par la convergence d'enjeux environnementaux et climatiques partagés à l'échelle du Luberon et par la pertinence de travailler à une échelle supra-communautaire. Aujourd'hui, cette mutualisation se poursuit, notamment dans la mise en œuvre des actions
et l'animation des 2 plans climat. Cette collaboration inédite est porteuse d'enrichissement mutuel au service de la transition énergétique de ces 2 territoires.